Moi, quand j'étais enfant, une de mes activités favorites, c'est que je prenais des petites boîtes, des petits sachets, des petits trucs sur moi pour pouvoir embarquer des choses. Et je partais à l'aventure dans des endroits où j'allais pouvoir prendre des espèces, trouver un insecte, trouver des fois un serpent. Ma mère flippait beaucoup à cause de ça. Une fois que cette forêt va un petit peu se refermer et que je vais manquer de lumière, il n'y aura plus qu'à éclaircir certains arbres, faire des trognes, ouvrir des clairières. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer ce jardin en forêt totalement, puisque là, ici, on est sur les causses du Quercy, c'est hyper sec, hyper sableux, hyper rocailleux. Ça ne tient pas le sec l'été et j'ai besoin que la matière organique du sol augmente un petit peu. J'ai besoin que ça se transforme en forêt pour avoir une meilleure résilience par rapport à l'eau. La liste de plantes, elle était tellement énorme qu'au bout d'un moment, je me suis dit, à quoi ça sert de compter en fait? Il arrive un moment où il y en a tellement que c'est trop complexe, c'est trop long à faire et je vois pas l'intérêt de compter. Je suis pas trop dans les chiffres, c'est des questions où on me demande, tu vois, pour la chaîne YouTube, je sais pas exactement combien j'ai d'abonnés, je sais pas exactement combien j'ai de vues sur mes vidéos. Je partage, je cultive, je multiplie, mais je compte pas. Et puis j'ai vraiment une relation très amoureuse, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec mes oies. J'ai eu 2 oies que j'ai eu bébés, elles avaient quelques semaines. Je suis presque le premier humain qu'elles ont vu. Et elles me prenaient pour leur mère, elles me suivaient partout. Enfin, c'était trop adorable. Et tu verras que pour avancer dans ce sujet-là, quel qu'il soit, il va falloir que tu finisses par comprendre tous les autres pour vraiment pouvoir créer une forêt qui corresponde à ton terrain, ton climat, ton contexte, tes envies, et voilà. Donc, trouve ce qui te passionne, et puis gratte. Et puis tu vas finir par voir que tout est connecté. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet épisode que j'ai enregistré avec Rémi du Jardin des Merveilles le 12 avril. Je ne le publie que maintenant car, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, j'ai choisi de ralentir le rythme de publication par rapport à celui que je m'étais imposé, qui était de 1 par semaine. Pour le moment, j'ai décidé de publier quand c'est le plus juste pour moi, pour prendre vraiment le temps dans le processus créatif de montage de chaque épisode. On est le 5 juin et demain les participants et participantes de l'école d'agroécologie voyageuse arrivent à Ségur-le-Château pour le dernier regroupement de cette promo, la dernière promo de la première EAV. Dans 10 jours, on sera à la ferme des Mawagites pour le festival de clôture de l'école. Cette période est vraiment très particulière pour moi et c'est aussi pour cela que je n'ai pas la même énergie pour le podcast. J'ai eu beaucoup de plaisir à réécouter l'interview de Rémi. Les 3 mots qui définissent Rémi sont pour moi l'humilité, la curiosité et la transmission. Je vous souhaite une belle plongée dans le monde du Jardin des Merveilles et à très bientôt. Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Nous sommes au Jardin des Merveilles parce que oui, quand on s'y promène, on s'émerveille de ces merveilles qui nous entourent. Donc arbres, plantes de toutes strates en pagaille, animaux visibles et invisibles, et bruyants, parfois très bruyants, comme les grenouilles et le coq qui m'ont accompagné lors des matinées où je méditais dans le jardin. Après avoir découvert ta chaîne YouTube il y a 2 ans, mes vidéos pépites, c'est celles sur les consoudes et comment nourrir le lien avec la basse-cour. Je t'ai rencontré via le Festival des Jardins-Forêts organisé par les Alvéoles. Puis tu es venu faire une vidéo sur l'école d'agroécologie voyageuse et la Saint-Tropy à la ferme des Mawagites. Tu viens de publier aux éditions Terre Vivante le guide Terre Vivante du Jardin-Forêt. Et hier, tu me partageais que ton jardin est un lieu d'expérimentation et que tu y trouves une abondance de savoir à diffuser via ta chaîne YouTube, qui est aussi une sorte de journal où on voit évoluer le Jardin des Merveilles depuis sa création il y a maintenant 14 ans. Alors Rémi, comment tu te sens en cette fin d'après-midi pluvieuse et comment tu te sens en écoutant cette petite introduction ? Alors il pleut, c'est génial, je vais trop bien parce qu'il pleut et que ça fait chanter les grenouilles. Et cette intro, elle était géniale, à part un mot que j'aurais remplacé. J'aurais mis sonore à la place de bruyant. Mes grenouilles ne sont pas bruyantes, elles sont très sonores. Quand tu te mets à côté, ça peut faire mal aux oreilles. Mais c'est un son naturel, donc pour moi c'est pas du bruit.
Je vais des fois en ville et les sirènes toute la nuit, les gens qui gueulent, ouais, ça c'est du bruit. Ouais. Encore que les gens qui gueulent, on pourrait dire c'est naturel, mais une grenouille qui chante, non, c'est sonore. Merci pour cette rectification et pardon les grenouilles et le coq. Je disais ça aussi parce que parfois dans tes vidéos, tu as du mal à faire les montages. Le coq, il n'a pas une voix extraordinaire, mais c'est un ado, il est en train de s'exercer. Ok. Ouais, en tout cas, voilà, c'est vraiment un... Il faut y passer quelques heures, voire quelques jours dans ce jardin pour ressentir vraiment tout ce qui s'y passe. Il y a énormément de vie. Est-ce que pour commencer... Ah oui, il y a une poule qui se balade dans la cuisine. Ouais, suivi par les autres. Allez, on va faire comme si on n'avait rien vu pour cette fois. Bon, elles sont là. Il y a aussi un pansyrus sur la table qui nous accompagne pour cet enregistrement. Est-ce que tu peux te présenter en tant qu'être humain, Rémi ? Waouh, me présenter en tant qu'être humain, c'est rigolo comme question ça. En tant qu'être humain, j'ai un parcours assez particulier, assez douloureux dans les débuts, et tellement douloureux dans les débuts que ça m'a donné envie de trouver le côté merveilleux de la vie, finalement. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai pas envie de la remplacer, cette jeunesse, elle est très très bien, je m'en accommode totalement, et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, je suis un humain peut-être trop connecté à la nature pour certains. Du coup, pour ces mêmes personnes, peut-être plus de mal à me connecter à l'humain. Mais ça, c'est moi, émerveillé par la nature totalement. Encore un peu enfant dans ma tête, j'ai 43 ans et dans ma tête, j'en ai 15. Donc voilà, un émerveillé de la nature qui a envie de transmettre cet émerveillement de toutes les manières possibles. Et voilà, une volonté de montrer ça et de faire la paix peut-être avec la nature. Autant pour tous les gens qui pourraient... vivre des choses dans cette nature, et autant pour les agriculteurs, ceux qui travaillent avec la nature, pour qu'ils comprennent que on n'a pas le choix de faire avec. En fait, je suis aujourd'hui persuadé qu'on n'a pas le choix de faire avec. On voit bien un peu les dérives de l'agriculture actuelle, et aujourd'hui je me dis non, on n'a vraiment pas le choix, il faut faire avec. Merci beaucoup. D'ailleurs, je viens de réaliser ça, mais dans Émerveille, il y a beaucoup Rémi. Ah ouais? Ah bon? R-E-M-I, si on le met dans un certain ordre, ça peut commencer à faire le mot émerveille. Ok. Bon, on pourrait jouer avec toutes les lettres d'émerveille et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme mot. Mais j'avais pas du tout ça en tête. On m'appelait même pas Rémi à l'époque où j'ai décidé d'appeler mon jardin le jardin des merveilles. On t'appelait comment ? J'avais un surnom. Ok. Alors, dans les questions rigolotes, donc j'aime bien poser une question du jeu qui s'appelle l'Antisava, que vous pouvez commander sur antisava.fr. Est-ce que tu veux choisir une carte ? Ouais, je peux. Vas-y. Prendre au milieu. Je la lis, c'est ça ? Ouais. Qu'as-tu appris de plus utile venant de tes parents ? Waouh. Oh. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, si c'est trop dur. J'ai appris quoi ? Oh là là. J'ai pas eu une super expérience avec mes parents. J'ai perdu ma mère très jeune et mon père, voilà, j'ai un peu perdu de vue volontairement aujourd'hui. Donc voilà, non, j'ai appris ce qu'on pouvait faire de pire dans l'éducation. Venant de mon père en tout cas. Est-ce qu'il sera content d'entendre ça ? Salut papa. Non, il écoute pas ce genre de podcast. Mais ouais, non, je vais essayer d'être plus sympa, mais non, j'ai pas eu une enfance très très facile, j'ai pas eu une éducation très très douce, j'ai perdu ma mère dans des circonstances très très violentes, donc voilà. Du coup, c'est peut-être grâce à ça aussi qu'aujourd'hui je me rapproche de la nature comme je le fais aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur cette carte, je pense que j'aurais pu tomber sur quelque chose de plus agréable, plus constructif. Bah, c'est ton chemin et c'est pour ça que t'es là, et la nature est ta meilleure enseignante, peut-être aujourd'hui ? Ah, complètement. Depuis longtemps et pour longtemps encore, oui. Bah, tu sais, mais la nature de l'homme aussi, en vrai, ça enseigne quelque chose. Même si je suis pas fan de cette enfance que j'ai vécue, elle me sert aujourd'hui à voir comment moi j'éduque mon fils, et puis même plus globalement, à voir les interactions que je crée avec les humains. Je sais les traces que ça peut laisser selon ce qu'on dit, selon ce qu'on fait. Donc c'est une forme d'éducation un peu violente, mais ça a été une forme d'éducation qui me sert quand même. Ouais.
Et il y a des personnes qui écouteront ce podcast qui se reconnaîtront peut-être aussi là-dedans, donc c'est chouette que tu partages ça. Pour te venger, tu peux me poser une question si tu veux, hein, mais c'est pas obligatoire. Je peux piocher une autre carte pour te poser la question? Oui. Entre plus d'argent et plus de temps, que préférerais-tu et pourquoi? Alors, je dirais aucun des deux aujourd'hui parce que j'apprends à me contenter de ce que j'ai, mais je dirais plus de temps. Ça se comprend. Voilà. Et il y a pourquoi parce que j'ai énormément d'envie et je suis très connectée au temps qui passe et à me dire oh là là, j'aurais pu faire ça plutôt que ça. Mais globalement, je suis quand même assez à l'aise avec le fait d'être une simple humaine avec 24 heures dans une journée et c'est ok. Les poules se sont rapprochées. Peut-être qu'elles veulent avec nous. Poser quelques questions. Elles veulent qu'on les entende. Alors, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment est né le Jardin des Merveilles? Eh bien, je peux broder un peu plus autour de ce que j'ai dit, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai grandi en Afrique, au Gabon. Quand on est arrivé en France, j'ai vécu à Albi, par loin d'ici, donc en ville. Et j'ai travaillé en usine, enfin j'ai vraiment eu un parcours, l'école c'était très très compliqué, je suis pas allé très loin. Après j'ai eu des boulots à droite à gauche et j'ai fini à bosser en usine. Et puis un jour quand j'ai réussi à finalement quitter cette usine, c'était dur d'en partir. Enfin je voulais en partir mais je voulais pas démissionner, j'avais envie d'avoir mon chômage pour pouvoir me lancer sur autre chose. J'ai réussi à me faire licencier bien gentiment. Et donc à partir de là je savais pas trop où j'allais aller. À savoir que la ville, l'humain, tout ça, c'était vraiment pas... j'étais pas trop en paix avec ça, c'était un peu difficile. Et puis, de lieu en lieu, je suis passé à droite à gauche, et puis j'ai croisé le festival L'été de Vaour, juste à côté d'ici. J'ai rencontré donc Colline, qui est devenue la mère de mon fils, on était ensemble pendant pas mal de temps, et sa mère avait une ferme. Et puis, j'ai travaillé un petit peu à la ferme, j'ai découvert un peu la vie à la campagne. Et là, je me suis dit, purée, mais c'est dans cette ambiance-là, c'est dans ce milieu-là que j'ai envie d'évoluer aujourd'hui. Et puis, elle m'a proposé un terrain sur lequel j'ai fait le jardin aujourd'hui. Donc, voilà, à partir de là, je me suis dit, la porte est ouverte à plein de possibilités. Je suis quand même fait une petite phase après ça où je suis allé voyager dans plein de lieux, de jardins, d'exploitation agricole, pas que, aussi des exploitations. Mais voilà, et je suis tombé au jardin des Sortilèges, chez Bernard et Annie-Jeanne Bertrand à l'époque. Et je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Un jardin multitâche, multi-usage, avec un côté pédagogique, avec de l'accueil de groupes, des scolaires, des adultes, des botanistes, des scientifiques qui venaient. Un jardin d'expérimentation sur lequel ils faisaient pousser plein de choses. Et à côté de ça, eux, ils sont plein d'activités. Ils sont écrivains, botanistes, enfin lui en tout cas, Bernard Bertrand, il est écrivain, botaniste, ornithologue, vannier, je sais plus, photographe. Ils font plein de choses et je me suis dit, waouh, c'est trop bien d'avoir un jardin, dans le sens, c'est un terrain de jeu sur lequel tu peux expérimenter plein de choses, mais tu le fais pas juste pour toi. L'idée, c'est de se créer un support multitâche qui puisse servir à transmettre plein de choses à plein de publics différents. Et donc là, je suis arrivé sur le terrain où je suis aujourd'hui, mais sauf qu'à l'origine, c'était une prairie. Et donc je me suis dit, faire ça sur une prairie, c'est compliqué. Donc j'ai commencé à travailler sur des productions. Il y a la pluie qui recommence là. Ça va le son ? Ouais, ça va aller. Et donc à partir de là, je me suis amusé à faire plein de productions différentes. En végétal, j'ai fait des plantes aromatiques, médicinales, et des plantes potagères, des cactus, des aquatiques, des carnivores, j'ai fait un peu de spiruline. Je me suis amusé à faire pousser plein de choses. Et à côté, j'ai semé des graines d'humains, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai reçu beaucoup de woofers, j'ai commencé à organiser des événements sur le lieu, des stages, des balades botaniques, des choses, tout était gratuit au début parce que j'avais pas confiance en moi, mais j'avais juste envie de vivre des choses en groupe et pas d'apprendre tout seul, d'avoir des personnes à qui transmettre et des personnes de qui apprendre aussi, parce que les gens qui venaient ici ne venaient pas juste pour apprendre, ils venaient vraiment pour échanger. Et quand j'ai eu des woofers qui venaient de Chine, du Japon, des États-Unis, d'Australie, de tous ces pays-là, avec des expériences de chez eux, c'était hyper nourrissant. J'ai eu une espèce de déclic, de révélation, je sais pas comment on peut dire, un jour où j'ai fait une balade botanique avec toujours le stress, la peur de quelqu'un va me poser une question ou va me demander c'est quoi cette plante,
Et là, moi qui suis censé animer une balade botanique, et je vais dire, je sais pas. Et j'ai pas envie de pas savoir ce que c'est. Et donc un jour, sur une balade botanique, il y a eu la question de qu'est-ce que c'est cette plante? Eh bien, j'en savais rien. Et dans le groupe, il y en a un qui savait. Et une autre personne qui a réagi, ah oui, moi aussi je connaissais cette plante. Et une fois qu'elle a entendu le nom, alors moi, mes parents ou mes grands-parents la cuisinaient comme ça. Et là, je me suis aperçu que si moi je sais pas, si le groupe est assez important, il y a quand même de fortes chances que dans le groupe, il y ait quelqu'un qui sait. Et que ce qu'on appelle l'intelligence collective, que j'ai beaucoup travaillé depuis, j'adore cet effet intelligence collective. Même si toi tu sais pas, dans le groupe, il y en a qui savent. Et tu vas apprendre autant que les autres vont apprendre. Et ça sera hyper intéressant. Et tu seras pas la personne référente, celui qui sait dans le groupe. Tu seras celui qui a envie de partager, celui qui lance la dynamique d'échange. Mais l'échange, c'est le groupe qui le fait. Et ça, c'était magnifique. Tu deviens presque facilitateur de savoir, en fait. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. J'ai été, quand on a bossé avec l'asso, qu'on a fait des formations, on a donné des formations pour organiser des réunions. J'ai bossé, je suis élu sur ma commune et j'ai été facilitateur sur certaines réunions. Dans des assos, j'ai été facilitateur aussi. Donc ouais, c'est venu petit à petit. Mais sur le coup, je ne l'ai pas appris. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et quand ça se met en place naturellement, c'est juste magnifique. Merci beaucoup. Donc là, tu nous as partagé un petit peu le cheminement jusqu'à la naissance du jardin et le fait que petit à petit, c'est devenu un lieu où de plus en plus de monde s'est impliqué avec une association qui aujourd'hui n'existe plus. Alors, j'ai envie de parler d'abord un petit peu plus du jardin et après peut-être qu'on abordera le côté un peu plus humain. Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de visite guidée, comme si on était en drone, ou un drone qui est à hauteur d'humain, du jardin, pour qu'on puisse se plonger un peu dedans et puis qu'on puisse aussi savoir peut-être ce qui se trouve dans le livre que tu as écrit. Eh bien, je vais faire une visite guidée avec un petit jeu dans le temps, puisque ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui n'est pas forcément exactement ce qui avait été mis en place dès le début. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler, je bossais surtout dans ma serre, et ce qui se passait sur le terrain autour, c'était les stagiaires, les woofers, les amis qui le mettaient en place. Et puis, petit à petit, il y a eu un côté jardin pédagogique. Donc, d'un côté de la serre, il y avait le jardin pédagogique pour le club nature, avec des enfants qui avaient chacun leur petit carré de jardin. Et puis voilà, ce jardin pédagogique a un petit peu évolué. Et aujourd'hui, c'est devenu un poulailler, mais avec des restes de certaines plantes, certains arbres que les enfants avaient plantés à l'époque. Mais donc aujourd'hui, c'est devenu un poulailler de ce côté. Et ce qui est en train de devenir un jardin-forêt de l'autre côté de la serre, à l'origine, il y avait des petits jardins à thème. J'ai un peu copié en fait l'idée du jardin des sortilèges à l'époque où il y avait plein de petits jardins à thème. Et donc il y avait le jardin médicinal, la partie jardin potager, la partie jardin d'aromatique avec la zone un peu plus sèche. Et puis voilà, et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de devenir un jardin-forêt dans le sens où je mets des arbres partout. Avec pour projet, là on va un peu dans l'avenir maintenant, pour projet que une fois que cette forêt va un petit peu se refermer et que je vais manquer de lumière, il n'y aura plus qu'à éclaircir certains arbres, faire des trognes, ouvrir des clairières. Mais l'idée c'est vraiment de transformer ce jardin en forêt totalement, puisque là ici on est sur les causses du Quercy, c'est hyper sec, hyper sableux, hyper rocailleux, ça tient pas le sec l'été. Et j'ai besoin que la matière organique du sol augmente un petit peu, j'ai besoin que ça se transforme en forêt pour avoir une meilleure résilience par rapport à l'eau. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de jeunes arbres, il y a pas mal d'arbres un peu plus vieux, et il y a quelques arbres qui sont là depuis le début, 14-15 ans. Donc voilà, c'est une jeune forêt fruitière en devenir. Beaucoup d'arbres fruitiers, mais beaucoup de plantes dans tous les sens. J'aime bien les plantes alimentaires, mais j'aime bien ce que j'appelle moi juste des plantes à histoire. C'est-à-dire des plantes qui n'ont pas forcément d'intérêt direct pour nous. C'est pas une plante médicinale, alimentaire ou quoi, mais c'est juste une plante qui a une histoire, quelle qu'elle soit, que je trouve intéressante et que j'adore avoir dans mon jardin. Je suis un peu collectionneur, j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans mon jardin. Ouais, c'est ce que j'allais dire par rapport à d'autres personnes qui ont des forêts-jardins ou des jardins-forêts. D'ailleurs, c'était une de mes questions, quelle est la différence? Bon, on pourra l'aborder plus tard, mais c'est ce côté passionné de la diversité et de qu'est-ce que tu pourras avoir de plus, quelle plante est vraiment unique. Est-ce que
Enfin, d'où ça vient ce côté un peu collectionneur ou défricheur de biodiversité et est-ce que tu as une idée du nombre de plantes que tu as dans ton jardin? Ouh. Alors, quelle question, dans quel ordre? D'où ça vient de Port-Gentil au Gabon, en Afrique? Parce que le côté biodiversité. Alors c'est marrant parce que quand je lis le descriptif de moi, de mon jardin, de mon asso, que j'ai écrit il y a bientôt 14 ans du coup, il y a vraiment ce truc de j'ai grandi dans un lieu grouillant de vie, fourmillant de vie dans tous les sens, et j'ai envie de recréer ça chez moi pour recréer un peu le berceau dans lequel j'ai grandi parce que je dirais pas que ça me manque, hein, je suis pas nostalgique, je suis très très bien dans mon présent, je suis très bien là où je suis, mais je sais que j'avais adoré ça, j'avais adoré cette diversité. Moi quand j'étais enfant, une de mes activités favorites, c'est que je prenais des petites boîtes, des petits sachets, des petits trucs sur moi pour pouvoir embarquer des choses, et je partais à l'aventure dans des endroits où j'allais pouvoir prendre des espèces, trouver un insecte, trouver des fois un serpent. Ma mère flippait beaucoup à cause de ça, il y avait des serpents très dangereux là-bas, mais j'allais explorer et dès que je trouvais une bestiole que je connaissais pas, j'essayais de l'attraper et je la ramenais, puis je la mettais soit dans mon jardin, soit plutôt dans mon armoire pour pas la perdre, et je faisais vraiment flipper ma mère à cause de ça. Mais voilà, j'aimais vraiment ce côté grouillant de vie où tu te balades et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, mais tu vas tomber sur un truc que tu te dis mais j'en vois plein tous les jours, mais celle-là je l'avais jamais vue. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer ici. Du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent tous les ans que j'avais jamais vu ou que j'avais vu mais dont je me rappelle pas. Il y en a tellement. Et j'aime bien ce côté vraiment grouillant de vie. Donc voilà, ça vient du Gabon, ça vient de mon enfance, ça c'est sûr. C'est quoi les autres questions? Combien d'espèces? Combien? Oui, ouf. À la louche. Alors de plantes? Dans le jardin, ouais. De plantes, de végétaux que j'ai ramenés moi? Parce que entre ce qui pousse, en vrai, j'en sais rien. À la louche, je dirais des milliers. Des milliers, mais après, entre ce que j'ai ramené moi et ce qui pousse naturellement, ce que j'ai. Ouais, je sais pas, mais des milliers, au moins, oui, c'est sûr. À une époque, je sais, au début, je m'étais amusé à faire un tableau. Parce que passionné de botanique et sur ma période vraiment apprentissage, classification entre famille, genre, espèces et puis les gros groupes de plantes. Et je m'étais fait un tableau. Et je ne sais plus à quel nombre de plantes je m'étais arrêté, mais il y a juste un moment où je me suis dit, mais c'est infini, parce que comment tu ranges les plantes sauvages, les plantes cultivées, au début c'est simple, et puis au bout d'un moment tu t'aperçois qu'en fait il y a une plante qui est arrivée naturellement, mais qui est une plante cultivée que tu as à un moment cultivée dans ta serre, je sais pas, c'est une graine qui s'est échappée, ou c'est une graine qui est venue de chez le voisin, ou c'est un oiseau qui a ramené un truc, ou c'est... Enfin, il y a des plantes qui sont pas sauvages, qui sont pas locales, et qui poussent dans mon jardin alors que c'est pas forcément moi qui les ai plantées. Donc des fois, je sais pas, du coup c'est pas évident de classer. Et du coup je me suis dit, ben non, je vais faire un tableau avec tout ce qui pousse. Après peut-être je mettrai une case dans mon classeur Excel où je mettrai naturel, naturalisé, sauvage, machin. Mais en vrai, la liste de plantes, elle était tellement énorme qu'au bout d'un moment je me suis dit, à quoi ça sert de compter en fait? Il arrive un moment où il y en a tellement que c'est trop complexe, c'est trop long à faire. Et je vois pas l'intérêt de compter. Je suis pas trop dans les chiffres. C'est des questions où on me demande, tu vois, pour la chaîne YouTube, je sais pas exactement combien j'ai d'abonnés, je sais pas exactement combien j'ai de vues sur mes vidéos. Je partage, je cultive, je multiplie, mais je compte pas. Et je vais m'arrêter sur ça. Ouais, ça fait partie des sujets que je voulais aborder avec toi, l'abondance et l'idée d'offrir, de créer beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais qu'on reste un tout petit peu dans les aspects techniques. De par les étapes que tu as franchies, que tu as parcourues pour créer ce jardin, est-ce que tu conseillerais des étapes, tu en parles dans ton livre notamment, pour des gens qui connaissent un petit peu de plantes, qui ont, je sais pas, 1000 m², 5000 m², et qui veulent démarrer, comment on s'y prend? Question piège. Question piège, mais réponse bateau, ça dépend. Ça dépend. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire en premier? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, l'idée, c'est selon les personnes, ça va être de trouver le petit truc sur lequel tu vas tirer qui va faire basculer tout le reste.
Moi, ce qui me passionnait, c'était la biodiversité, c'était les insectes. Et mes premiers trucs, c'était avoir le plus de plantes différentes possibles, avoir des floraisons dans tous les sens, avoir des pucerons de partout pour avoir des coccinelles et autres insectes qui arrivent. Et c'est par là que je l'ai pris. Et du coup, je me suis passionné après par les plantes, par la botanique. Il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça. Ensuite, le sol. C'est du sol que tout vient. C'est une fois que tu connais ton sol, tu sais qu'est-ce qui va pouvoir pousser dessus. Ce que j'explique, tu parles du livre, ce que j'explique dans le livre et la façon dont j'aborde les choses, c'est je décortique d'abord. Dans le livre, je vais aborder tous les sujets séparément les uns des autres. Donc au début, c'est pas clair. C'est une des critiques, mais très gentille, que j'ai beaucoup appréciée, c'est que ça part dans tous les sens au début. On s'y perd un petit peu, ça part en étoile. Il y a plusieurs façons de le dire. Et tout se finit par se recombiner, tout finit par se reconnecter. Et petit à petit, on fait des liens. Donc, est-ce que c'est la géologie, le sol, le côté vraiment minéral qui t'intéresse? Est-ce que c'est la vie, la biodiversité, la vie du sol, les insectes? Est-ce que c'est les végétaux? Est-ce que c'est les plantes? Est-ce que c'est l'évolution, les successions? Il y a plein de choses à savoir. Eh bien, trouvez ce qui vous passionne. Ça me donne envie de rebondir sur d'autres choses, mais l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui va te plaire, qu'est-ce qui va te passionner. Et tu verras que pour avancer dans ce sujet-là, quel qu'il soit, il va falloir que tu finisses par comprendre tous les autres pour vraiment pouvoir créer une forêt qui corresponde à ton terrain, ton climat, ton contexte, tes envies, et voilà. Donc, trouve ce qui te passionne, et puis gratte. Et puis tu vas finir par voir que tout est connecté. Gratte, comme les poules, et fais des erreurs, parce que les erreurs sont les meilleurs moyens d'apprendre, et entre autres. Est-ce qu'il y a des erreurs qui t'ont permis d'apprendre beaucoup? Des erreurs que tu as faites dans ton jardin? Ou est-ce que tu penses à certaines erreurs? Il y en a plein, je suis sûre, mais tu fais d'ailleurs des vidéos spéciales erreurs, toutes les erreurs de l'année. Carrément. Alors je dirais pas fais des erreurs parce que souvent l'erreur fait peur, je dirais n'aie pas peur de faire des erreurs. Enfin, c'est plutôt dans ce sens que moi, dans mon cerveau, ça se passe en tout cas. C'est juste un petit détail par rapport, rien à voir, hein, mais ça reviendra, ça va reconnecter derrière. Mon fils, à une époque, à l'école, la maîtresse me disait « Votre fils ne veut même pas faire l'exercice. Il a tellement peur de faire faux, de faire une erreur, qu'il ne veut pas faire l'exercice. » On vit aujourd'hui, et c'est là que je reconnecte petit à petit, on vit dans une société où on a tellement peur de faire des erreurs qu'on n'ose pas se lancer. Un des premiers trucs à faire, tu veux faire un jardin-forêt chez toi, plante des arbres, quels qu'ils soient. Et puis, n'aie pas peur, peut-être ça va crever, mais si tu ne le plantes pas parce que tu as peur qu'il crève, eh bien, tu ne sauras même pas, si ça se trouve, il ne va pas crever. Si tu prends un arbre au hasard, oui, il y a de fortes chances qu'il crève. Mais l'idée, ça va être de comprendre pourquoi. Et donc, dans les erreurs classiques, j'aurais pas de nom de plante en tête exact, mais combien de plantes sont mortes ici? Alors, j'ai peut-être plus réussi de plantes que j'en ai fait mourir, j'espère, mais j'en ai fait mourir plein. Et à chaque fois, je m'aperçois que pas planté au bon moment, pas planté de la bonne façon, pas... Je sais pas, le sol n'était pas bien à cet endroit-là, pas planté à la bonne saison, l'espèce n'était pas adaptée à mon climat, et petit à petit, je fais crever des plantes, mais avec comment dire, chaque fois ça va me donner un truc en plus, et normalement là j'arrive à un stade où je sais avant de planter si ça risque de crever ou pas. Bref, donc voilà, ça c'est des erreurs classiques que j'ai faites. Après, des erreurs avec les plantes, avec le travail du sol, avec la nutrition du sol, j'en ai fait plein. Tu veux des exemples? Des plantes pas assez nourries qui poussent pas, par exemple la rhubarbe. Pendant des années j'ai planté de la rhubarbe et ça n'a pas poussé, ça me faisait des toutes petites feuilles, et un jour je me suis aperçu qu'en plantant une rhubarbe dans une ancienne zone à compost, en quelques semaines ça faisait des feuilles énormes, alors que celles que j'avais plantées il y a des années, elles étaient 4 fois plus petites. Donc je me suis aperçu que certaines plantes avaient besoin d'être nourries plus que d'autres. On dit quand on fait pousser des choses, tu mets du compost, tu mets de l'engrais, ça pousse. C'est pas vrai pour toutes les plantes. Il y a des plantes qui n'ont pas besoin d'être nourries. Il y a des plantes qui ne supporteraient pas d'être nourries, et il y a des plantes qui ne supporteraient pas de ne pas l'être. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai faites. Et je vais finir sur une erreur où j'ai trop nourri. Je me suis aperçu une année qu'en mettant un peu de fumier, un peu de compost, j'avais des légumes qui poussaient un peu mieux. Et donc j'ai fait une sortie d'hiver début de printemps avec, sur mes zones potagères, une couche de compost couverte d'une couche de fumier, recouverte d'une couche de compost, recouverte d'une couche de tonte, d'herbe et de paille, et j'ai planté mes légumes là-dedans quelques semaines après, une fois que ça s'était un peu tassé. J'ai fait un début de saison où j'étais tellement fier de faire visiter mon jardin aux gens qui étaient là. J'avais des hippomées qui avaient des feuilles qui devaient faire au moins peut-être 40 cm d'envergure. Des courges avec des feuilles énormes. Et je me suis dit, imagine, c'est un peu le potiron magique. Le jour où le potiron va pousser, il va faire 2 tonnes le machin.
Et ben, petit à petit, la saison a évolué. Et puis là, on s'est dit, mais c'est quand que ça fait des fruits? Ça faisait pas de fleurs, pas de fruits. Tout ça, ça faisait de la feuille, de la feuille, de la feuille. Parce que juste, ben, trop nourri, trop d'azote. Donc voilà, autant on peut faire des erreurs dans un sens, autant on peut en faire dans l'autre. Mais si on a peur de les faire, on va pas faire ces conneries-là et on va pas affiner notre connaissance. Et j'aurais tendance à dire, mais après, je sais pas, c'est peut-être une connerie, mais c'est pas, pour moi, faire des erreurs, c'est pas une des manières d'apprendre. C'est la manière d'apprendre. Combien de fois on va te dire, fais ça, fais pas ça, eh ben, si on te dit ne le fais pas, tu as envie de le faire déjà. Si on te dit fais-le, ben, tu as envie de le faire, mais peut-être un peu plus à ta façon ou différemment. Enfin, la leçon ne vient pas comme ça. Par contre, quand tu fais une erreur et que de cette erreur, tu apprends quelque chose, là, tu le retiens pour moi beaucoup mieux. Et pour moi, c'est vraiment la seule façon de vraiment apprendre, c'est de se planter. Et j'adore d'ailleurs cette façon de dire, faire une erreur, c'est se planter. Ben, quand tu plantes quelque chose, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est en se plantant qu'on pousse. C'est ça. Et d'ailleurs, un chêne produit des milliers de glands. Et dans les milliers de glands qu'il produit, il n'y en a que quelques-uns qui vont pousser. Donc il fait plein d'erreurs. Mais exact. En fait, il ne voit pas ça comme des erreurs. Ouais. J'avais le chiffre, moi, pour le pissenlit. Le pissenlit, sur chaque année, il fait plusieurs milliers de graines, hein, genre 50 000, 100 000 graines. Est-ce que tu sais, théoriquement, combien de graines vont donner un pissenlit viable qui va lui-même redonner des graines? Il y a un chiffre précis, hein, vraiment. 40? Non, beaucoup moins. 1. Si c'était ne serait-ce que le double, 2. Si chaque pissenlit donnait 2 pissenlits viables, on serait envahi par les pissenlits. Donc, si dans un lieu donné, la population de pissenlits est stabilisée, chaque pissenlit qui va faire des milliers de graines tous les ans, il y en a un qui va redonner un pissenlit viable l'année d'après. Certains vont en faire plus, d'autres vont en faire moins, mais la moyenne, c'est ça. Sinon, les populations ne sont pas stables. Ça rejoint d'autres questions que j'ai pour après sur l'abondance et le fait que parfois ça déborde, il y en a trop, et en fait, c'est pas grave. La vie est faite comme ça aussi. Ouais, c'est ça qui fait l'évolution. Et il y a des perturbations qui font que tu vas trier, quoi. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lien que tu as avec tes poules? Et avec les animaux en général, peut-être? Parce qu'on parle beaucoup de plantes. Ben ça dépend de quel animal. On parle pas de chat, par exemple. Ah oui, c'est vrai. J'adore la biodiversité et du coup, j'adore beaucoup d'animaux. J'aime pas les animaux qui déséquilibrent la biodiversité. Il y a quelques animaux que j'aime pas. Il y a un type de poisson, par exemple, que j'aime pas trop dans mes mares. Mais tu me parles de mes poules. Je l'ai pas trop réfléchi quel lien j'ai avec mes poules, mais c'est des amis, j'ai envie de dire. C'est pas des amis avec qui je discute, encore que quand je suis tout seul, je leur parle. Mais c'est pas une discussion parce qu'elles me répondent. J'allais dire, elles me répondent pas, elles me répondent des trucs que je comprends pas, mais en même temps, elles doivent pas forcément comprendre ce que je dis. Je sais que moi, quand elles me suivent partout, j'ai tendance à me dire, ah, c'est cool, mes poules, elles m'adorent. Non, elles attendent juste que je leur donne à manger. Et une fois qu'elles ont plus faim, elles en ont plus rien à faire de moi. Mais en tout cas, j'adore avoir cette présence-là. C'est drôle parce que j'ai eu plusieurs étapes dans le jardin. Au début, quand je bossais en asso avec Colline, qui m'a aidé à monter l'asso ici, elle voulait une basse-cour, elle voulait un poulailler, donc on a fait un poulailler. Puis quand elle a plus bossé ici, j'ai arrêté le poulailler parce que entretenir des animaux, j'avais un rapport moi avec l'animal domestique qui a besoin d'être entretenu, qui était pas, enfin j'aimais pas ça, ça m'attirait pas du tout. Moi je voulais quelque chose d'indépendant et les plantes ça pousse tout seul. Les animaux, il faut les soigner, il faut les entretenir, voilà. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Ah si, je me rappelle complètement. Ça y est, l'époque où il y a eu ce déclic. Et je te parlais il y a pas longtemps là d'une période burn-out que j'ai eue, une période où vraiment j'étais submergé de toutes les activités que j'avais à droite à gauche et j'avais envie que tout s'arrête. Et je me suis caché pendant quelques temps dans mon jardin, j'ai arrêté tous mes rendez-vous, j'ai tout bloqué et je me suis juste dit je veux vivre là, moi, tout seul, dans mon jardin. Et c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, je vais faire une basse-cour. Et j'ai pris un truc qu'il ne faut pas faire du tout, hein. J'ai pris des poules, des canards, des oies, à, je sais pas, tout ça à 2 semaines d'intervalle, 2-3 semaines peut-être, grand max. Tout d'un coup, plein de gens autour de moi qui m'ont dit non mais pourquoi t'as fait ça, t'es submergé de plein de trucs et tu te remets encore à cette charge. Mais non, en fait ça c'était le truc qui m'impose d'être plus régulièrement présent dans mon jardin. Et je sais pas vraiment, en plus au-delà de ça, pourquoi je l'ai fait. C'était vraiment pour avoir cette compagnie, cette présence, cette vie dans mon jardin, mais autre que humaine, hein, avoir cette dynamique qui se mette en place.
Et puis petit à petit, je me suis aperçu j'allais dire l'intelligence, je ne sais pas si c'est l'intelligence qu'on peut dire, mais les comportements qu'ont ces animaux, autant les poules, les canards, les oies, ils ont tous des comportements différents, et l'écosystème autour va évoluer différemment s'il y a l'animal, s'il n'y a pas l'animal. Donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir maintenant à quoi va ressembler le jardin si on y met des poules, à quoi il va ressembler si on y met des canards, à quoi il va ressembler si on y met des oies. Et puis j'ai eu vraiment une relation très amoureuse, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec mes oies. J'ai eu 2 oies que j'ai eu bébés, elles avaient quelques semaines. Je suis presque le premier humain qu'elles ont vu. Et elles me prenaient pour leur mère, elles me suivaient partout. Enfin, c'était trop adorable. Et quand elles ont grandi, mais c'est, je sais pas, ce lien là qui s'est créé avec ces oies. Alors, là, tu parlais de bruit tout à l'heure. Oui, là, pour le coup, c'était très bruyant. C'est limite douloureux pour les oreilles quand tu as 2 oies juste à côté de toi en train de gueuler. Mais à part ça, mais c'est tellement... Je sais pas, je trouve ça vraiment génial d'avoir ces animaux-là. Et puis ça broute, ça me tonne l'herbe, les oies ça broute, c'est vraiment l'effet tondeuse hein, sur les zones où les oies se baladent, ça broute, mais ça mange de l'herbe, ça mange pas forcément les tomates et tout ça, ça mange pas. Par contre, les brins d'herbe qui poussent autour de mes cultures, tu peux tout à fait envoyer tes oies dans ton jardin, elles vont juste manger le chien dent qui pousse à côté. Les canards ils vont manger les limaces, les poules elles vont gratter, alors faut pas faire de semis quand il y a les poules, mais elles vont juste gratter, éviter l'enherbement. Et au final, je me dis c'est pas si gênant que ça dans un jardin. Ça va juste imposer certains comportements, mais ça va accompagner l'écosystème. Et je vais finir sur une dernière raison. Je fais des réponses très longues, j'ai l'impression. Mais le côté fertilisant des animaux, c'est juste énorme. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus. C'est hyper fertilisant. Tous les oiseaux font des déjections qui sont hyper nutritives. C'est génial. Et les œufs à la coque étaient très bons hier soir. Ah mais oui. Mais c'est ça, l'abondance, tu parlais d'abondance. Là, en ce moment, j'ai juste 6 poules. J'ai de quoi distribuer des œufs à mes amis, à mes voisins. J'en mange pas forcément tous les jours non plus, donc j'ai de quoi partager. Mais ça pond à un point que c'est énorme. Est-ce que tu te sens particulièrement connectée en ce moment à certains arbres? Tu vois, moi, en tant qu'auditrice, si j'étais auditrice de ce podcast, parce que je ne réécoute pas les épisodes forcément que j'ai faits, quoique parfois ça m'arrive, j'aimerais que tu m'apprennes 2-3 pépites sur des plantes. Par exemple, hier j'ai flashé sur une plante grimpante qui est autour de la vigne, peut-être un ou deux noisetiers ou des petites pépites de plantes, là, des trucs que tu as envie de nous raconter, des anecdotes sur 2-3 arbres que tu as au jardin ou des lianes ou peu importe. C'est drôle parce que la première idée qui m'est venue, c'est quelque chose qui peut-être qui fera plaisir aux gens qui écoutent ce podcast parce que ça a parlé d'agriculture syntropique, mais des arbres qui me passionnent là depuis 2-3 ans, c'est des arbres qui poussent vite et tout seuls et qu'il n'y a pas besoin d'entretenir. Je fais des trognes là avec des frênes, là je suis en train de mettre des paulownias partout dans mon jardin, juste des arbres qui poussent vite, que je vais pouvoir tailler et qui vont aider tout le reste. Moi j'aime bien l'appellation plante de service, et donc des arbres qui vont nourrir mon sol, qui vont pousser très très vite sans que j'ai besoin de les aider, ça j'adore. Mais bon, ça voilà, ça j'imagine que c'est des trucs que tu connais déjà. Je vais essayer de trouver d'autres choses, tout ce qui est grimpant, tout ce qui va permettre d'aller garnir des pergolas et qui va faire de l'ombre sur des zones potagères. Et j'en reviens encore à mon histoire de ici c'est très chaud, très sec, les canicules c'est très dur de les subir ces dernières années, et pour faire du potager en plein soleil c'est plus possible. Et du coup j'ai fait des pergolas à 2-3 endroits dans mon jardin et j'y mets surtout de la vigne parce que déjà je suis un gros fan de raisin, j'adore manger du raisin, et le jour où j'en aurai trop je serai content. Pour l'instant j'arrive pas à en avoir trop, donc j'en mets partout, puis il y en a plein de différents, donc c'est chouette. Là je découvre petit à petit l'akébia, mais j'ai du mal à lui faire des fruits. Il y a, qu'est-ce que j'ai encore qui grimpe, les kiwis, tout ça, c'est un peu du mal ici. J'essaye la passiflore, mais j'avais un énorme fruit de la passion, enfin plein de fruits de la passion qui poussaient autour de ma maison quand j'étais enfant, donc je rêve d'avoir ça ici. Mais bon voilà, sud de la France à 500 mètres d'altitude, ça c'est compliqué. Et après, qu'est-ce que c'est mes pépites? En fait, j'ai beaucoup de pépites d'arbres qui font pas encore de fruits. Là, je viens de découvrir des hybrides qui sont des croisements plus ou moins entre des abricots, des prunes et des cerises qui font des fruits mais qui ont l'air juste excellents. Donc ça, c'est en train d'arriver ici. En fait, je tourne beaucoup. Tu vois, j'essaye de chercher des noms de plantes. J'en ai pas. J'ai pas de préférés, j'ai pas de favoris. Et toutes les plantes que je me suis vraiment éclaté à faire pousser
toutes ces dernières années. Une plante, une fois que je la maîtrise et que je l'ai dans mon jardin et qu'elle arrive à pousser à peu près toute seule, presque je la délaisse. Elle pousse toute seule, elle a plus besoin de moi, elle donne ses fruits. Ouais, je la laisse tranquille. Je vais la voir pour aller la tailler s'il y a besoin, si j'ai envie que ça fasse plus de fruits, mais je le fais pas forcément. Je vais aller le voir au moment où ça fait des fruits. Je vais jeter un œil dessus de temps en temps, voir s'il n'y a pas une invasion de quelque chose. Juste, pas pour les traiter, surtout pas, juste pour aller voir ce qui se passe. Une invasion de... J'espère que le bruit de la table, ça gêne pas là. Par exemple, sur mes pruneliers, tiens, voilà, on peut citer un nom. Le prunelier... Autant d'un côté, je vais essayer d'être poli, il m'embête fort, parce qu'il envahit, et voilà. Mais par contre, sur le prunelier, on peut greffer des pruniers, on peut greffer plein de choses. J'ai remarqué des pruneliers l'an dernier qui étaient couverts de pucerons. Alors, certaines personnes, quand ils voient ça, ils pourraient se dire « Waouh, attention, l'invasion, c'est risqué ». Moi, une plante qui est couverte de pucerons, je me dis « Ouh, je vais y passer des heures à venir observer ce qui se passe, à voir c'est quoi les insectes prédateurs qui vont venir s'occuper de ça ». Donc, j'adore finalement le prunelier pour son côté... attraction de la faune auxiliaire, c'est génial, support pour d'autres variétés fruitières, et puis il est hyper envahissant, autant il peut être vraiment embêtant parce qu'il envahit, et puis sur certaines zones, je me dis, vas-y, envahis, fais-moi une pousse, chaque pousse, je vais la couper, je vais t'y mettre autre chose dessus, donc vas-y, gagne du terrain autant que tu veux, moi je vais m'amuser avec ça, donc c'est chouette, ça pousse un peu à travailler avec ses limites et les choses qu'on est prêt à accepter ou pas. J'aime bien essayer de voir le bon côté des choses. Ouais, et puis chaque plante est là pour te donner un indice sur ce qui se passe sur ton terrain. Complètement. J'aimerais qu'on parle un peu de la transmission et du fait que la manière dont tu transmets a changé au fur et à mesure des années. Comment tu arrêtes la pépinière? En tout cas, ton activité agricole est fortement réduite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à arrêter la pépinière? C'est drôle parce que je vais rebondir sur ce que je disais avant. Je l'ai fait pendant 14 ans, la pépinière. J'ai testé, j'ai réussi, j'ai gagné ma vie avec ça pendant pas mal d'années. Et voilà, expérience pépiniériste, check, ça c'est fait. Maintenant j'ai envie de tester autre chose. Et puis j'ai plusieurs activités côte à côte. Il y a eu ça, il y a eu l'association qui servait à transmettre des choses aussi, la chaîne YouTube, le livre que je viens d'écrire, les formations que je donne, je fais des chroniques pour une autre radio, je fais pas mal de choses, et j'ai pas envie de m'éparpiller. La pépinière, ça c'est fait, j'ai envie de libérer de l'espace pour avoir du temps libre, peut-être pour m'appliquer plus sur mes autres activités, peut-être bientôt travailler sur un autre livre. Ouais, voilà. En fait, l'expérience est souvent suivie de la transmission quand même. Et c'est ce que tu fais toi aussi, tu transmets plus maintenant qu'il y a 10 ans, quoi. Beaucoup plus, et je crois que j'ai plus de choses à transmettre aussi, plus d'expérience de métier, de boulot. Il y a eu une période sur la chaîne YouTube où j'ai commencé à me dire que j'allais manquer d'inspiration, j'avais plus d'idées, et puis là en fait plus ça va, plus j'étudie, plus je lis, plus je découvre des choses, plus en fait j'ai plein d'idées. Donc voilà, je transmets des choses autant sur le jardin forêt que sur le fait de produire des plantes, parce que arrêter la pépinière pour moi ça veut juste dire arrêter de produire en masse. Il y a 2 ans j'ai greffé 800, 900, presque 1000 arbres. Quand je faisais de la tomate, je produisais des milliers de tomates à l'année. Là, au lieu d'en faire des milliers, je vais en produire des dizaines. Je vais en faire pour moi, je vais en partager pour les amis, les voisins, les copains. Et j'aurai toujours quelques plantes à vendre pour les curieux, mais j'arrête en tout cas la production de masse. Mais produire des plantes, ça, c'est sûr que je vais toujours transmettre. Et là, alors du coup, je prends le contrôle du podcast parce que Opaline est totalement captivée par les poules qui se baladent entre le bureau et la cuisine. Tu savais pas que j'étais passionnée par les poules? Si, je crois que c'est par ça un peu qu'on s'est découvert au début, ouais. Oh merde, elles sont parties. Bon, c'est pas grave. Ouais, elles reviendront. J'avais sorti mon appareil photo pour faire une photo des poules dans la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'avais envie de partager quelque chose. Moi, ma mission de vie, parce que je la connais, une des manières de la dire, c'est créer pour transmettre ce que j'apprends. Est-ce que ça te parle? Alors oui, à part créer, parce que je ne vais pas dire, moi je veux créer. Moi c'est découvrir, peut-être, explorer. Tu crées des vidéos quand même, tu crées du contenu. Oui, mais c'est pour... Oui, bien sûr. Ah oui, je crée quelque chose pour transmettre derrière. Oui, ok, dans ce sens, d'accord. Ah oui, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément eu comme ça. Ok. Produire des choses pour les transmettre, ouais. Je crée un jardin.
Je sais pas, ce mot créer en tout cas me fait pas... Ça te fait penser à l'art peut-être, la création plus... Ouais, moi, j'ai l'impression de... On est tous Moi des ça me créateurs. fait résonner inventer en fait, j'invente rien, je ne crée rien qui vienne de nulle part. Tout ce que je crée en fait c'est la nature le fait. Oh, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est... Enfin ouais, je dynamise quelque chose qui vient de la nature et j'en- je le transforme en contenu transmissible en fait. Je, Tu je libères. traduis en fait, je suis traducteur. C'est la nature, j'allais dire me parle, mais non. Enfin, j'arrive à explorer, j'arrive à découvrir, j'arrive à grappiller des choses dans la nature et je le traduis en langage compréhensible par les gens qui n'ont pas forcément le regard d'enfant, qui n'ont pas forcément le regard de, je sais pas, de la personne qui a eu de l'expérience. J'aime pas trop le dire comme ça parce que j'ai pas envie non plus de me sentir, j'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un qui connaît plus que les autres. Mais en tout cas, je suis tellement passionné, j'ai tellement l'œil sur ce qui se passe dans cette nature que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas cet œil-là et que j'ai envie de, ben ça justement, d'ouvrir les yeux aux gens. C'est bizarre, j'ai un peu du mal avec ces façons de le dire, mais bon, voilà. Non mais c'est intéressant parce que finalement tu transmets énormément entre une vidéo toutes les semaines, parfois une toutes les 2 semaines, mais Mm. tu transmets énormément via ta chaîne YouTube. Et finalement, mettre les mots dessus, sur ce que tu fais, c'est un peu plus difficile, c'est intéressant. Ouais. De regarder. Moi, je sais que c'est important pour moi de mettre les mots sur ce que je fais parce que ça permet de Ouais. me clarifier. Mais toi, t'es dans l'action et t'as pas forcément besoin de ça, quoi. Ouais. Mm. Je fais des vidéos. Je dis pas que je fais des vidéos, je fais des vidéos. Je ne les compte pas, je n'analyse pas ce que je fais, je le fais, c'est tout. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la manière dont tu as appris? Alors, bien entendu, en observant, en faisant des erreurs, etc. Mais est-ce que tu as fait des formations en particulier, des personnes qui t'ont transmis des choses que tu Mhm. conseilles aussi? Mhm. Ouais, c'est les manières dont j'ai appris parce qu'il y a. Alors, je vais faire les études un petit peu. Alors, au niveau scolaire, je suis pas allé très loin. J'ai arrêté, allez, troisième, seconde, plus ou moins. Mais après, j'ai fait un BPREA en maraîchage, donc j'ai appris un peu le maraîchage, le sol, tout ça, tout ça. Après, j'ai fait une formation d'herboriste. Après, j'ai été formé en permaculture. Donc, j'ai fait des formations à droite à gauche. J'en conseille aucune plus que les autres. C'est si vous avez le temps et les moyens de les faire, faites-en autant que vous voulez. Et enfin, moi perso, dès que j'ai le temps et les moyens d'en faire une, j'adore. Formation en ligne, on fait de plus en plus aujourd'hui de MOOC, il y a des webinaires, il y a plein de façons de se former aussi sur Internet. Je lis énormément. J'ai une bibliothèque énorme. Je suis en train de réfléchir à me construire une bibliothèque juste pour mettre les livres que je n'ai pas encore lus. À une époque, j'avais la pile de livres que j'ai pas lus. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Je suis même frustré de me dire il va arriver un moment à la fin de ma vie où je vais m'apercevoir que j'aurai pas eu le temps de lire la moitié des livres que j'aurais achetés, que j'aurais acquis. Donc voilà, mais je lis énormément. Et puis ensuite, je vais finir par quoi? Les rencontres avec les personnes, les gens que j'ai croisés, comme je disais tout à l'heure, en balade botanique, ben, les gens m'apprennent souvent autant que moi je leur en apprends. Et puis le dernier, ben, c'est ce que tu dis, c'est la nature. Il y a beaucoup de choses que j'ai cru apprendre dans les livres, que j'ai cru apprendre dans mes cours, et que quand je pratique et quand je fais les choses concrètement dans mon jardin, ben, je m'aperçois soit ça marche pas exactement comme je l'avais appris. Donc, ouais, il y a de la vie qui passe autour de nous là. Morosphinx, un petit papillon qui ressemble à un colibri. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ben voilà, tu vois, de la nature, elle est toujours là pour venir nous apprendre des choses. Donc disons que c'est le meilleur professeur, la nature, c'est le meilleur professeur ou la meilleure professeur. Et c'est surtout la vérification ultime. Si la nature dit que ça marche ou si la nature dit que ça ne marche pas, c'est là qu'il y a la vérité. Après, dans les bouquins, dans les cours, ou dans ce que les gens disent, tout le monde peut se tromper. Par contre, la nature, elle se trompe pas. C'est pas mal ça, hein. Il est un peu coincé là, le pauvre, mais. Il va s'en sortir, j'en suis sûre. Il visite. J'aimerais qu'on aborde un petit peu ton quotidien. Alors, je vais m'expliquer. Donc, tu es un amoureux du vivant, tu fourmilles d'idées, de projets, de casquettes. C'est l'abondance dans ta vie. Et en anglais, abondance, c'est overflow. Donc, ça veut dire déborder. Ok. Donc,
tu me l'as dit, hein, dans ton planning, comme au jardin, dans le jardin, ça déborde de diversité. Moi, est-ce que pour toi, c'est positif quand ça déborde? Et comment tu organises ton temps? Parce que parfois, on a l'impression, voilà, tu as sorti un livre, pépiniériste, tu fais des formations, on voit le côté, voilà, reluisant, positif, on se dit, oh là, il doit être super organisé, comment je vais faire, moi, dans ma vie? Voilà, est-ce que tu as envie de nous partager un peu là-dessus? Ouais. Bah, c'est drôle parce qu'on m'a jamais dit, ouais, t'as l'air super organisé. On m'a souvent dit, comment t'arrives à faire tout ça? Est-ce que tu dors la nuit? Alors non, déjà, je dors très peu la nuit, je suis un peu insomniaque, mais j'adore. Ça redevient positif là aujourd'hui, mais il y a eu une époque, j'ai dit burn-out tout à l'heure, j'ai eu, je sais pas si c'est un burn-out, mais en tout cas j'ai eu une grosse période de grosse surcharge de travail et c'était un peu flippant le côté j'ai trop de choses à faire. Parce que ça a l'air peut-être joli de l'extérieur, je produis plein de choses, mais de l'autre côté, je me suis engagé à créer une chaîne YouTube, je me suis engagé à avoir une pépinière, à écrire un livre, à faire toutes ces choses. Je suis élu sur ma commune, enfin je me suis engagé dans plein de choses. Et donc c'est pas maintenant, ouais c'est génial, j'ai fait plein de trucs, j'ai plein de choses à faire que je dois faire parce que je me suis engagé. Donc il y a eu une période un peu compliquée. Et là, bah, le fait de mettre en stand-by la pépinière, d'arrêter un petit peu l'assaut, de me mettre en retrait de certains engagements pour me libérer du temps, je l'ai fait un peu de force sur la période grosse surcharge, mais là aujourd'hui j'arrive à m'organiser. Je sais que je fais des grosses cases maintenant dans ma tête où le matin, alors au niveau des horaires des fois ça peut faire peur, mais le matin quand j'écrivais le livre, c'est que le matin, je n'ai quasiment jamais écrit l'après-midi, j'écrivais tous les matins de 4-5 heures, allez au plus tard 5-6 heures à 13 heures. Donc je me faisais quasiment une journée complète juste le matin. Donc pour moi le matin c'est déjà 6-7-8 heures de boulot. Après l'après-midi c'est jardin. Alors le matin c'est pas que le livre, le matin c'est bureau. Donc ça va être soit YouTube, soit les chroniques, soit les vidéos, soit faire du texte, soit bouquiner, étudier, faire mes formations, travailler sur les montages de mes vidéos. C'est vraiment travail bureau. L'après-midi travail jardin. Et la nuit c'est... Bon, un peu plus maintenant, les copains, tout ça, voilà, j'essaye d'avoir une vie de couple, j'essaye d'avoir une vie de famille. Et voilà, je sors un petit peu, mais sinon, la nuit, je bouquine, j'étudie aussi. Voilà, j'ai ces 3 grosses cases. Le matin, bureau, l'après-midi, jardin. Le soir, c'est les copains ou les bouquins. Et, enfin, ou le couple. J'ai du mal à faire tout rentrer dans les cases encore. Ouais, et puis ça me fait penser à... En fait... quand on a plein d'idées, plein de projets, des rêves, c'est une forme d'abondance et ça nous nourrit. Donc ça veut dire qu'on est vivant, on a des envies. Et en fait, il y a un moment où on met en œuvre des choses et il y a un moment où on élimine des choses, où on les arrête. Et en fait, dans l'abondance, il y a cette idée que ça grandit à condition qu'on fasse des perturbations. Petit clin d'œil à Saint-Tropez. Ok, ouais. Ouais, c'est ma vision des choses. Ouais. Est-ce que j'ai pas vu le côté perturbation comme ça? Mais oui, effectivement, oui. En tout cas. Mais le côté débordement et abondance, ouais, complet. Ça déborde dans tous les sens. Il y a beaucoup de trucs que j'ai plus trop le temps de faire, mais que j'ai eu fait à une époque, que j'ai mis en place. Un site internet, une page Facebook, des groupes de discussion sur Facebook à l'époque. Et je me dis aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire ça, mais quand je vais dessus, je vois à quel point c'est encore en train de vivre. Et c'est là où je m'aperçois, en fait, ça déborde. Les vidéos que je fais, il y a des commentaires où moi, j'ai pas le temps de répondre à tout. Mais sur tous les abonnés que j'ai, ils se répondent les uns les autres. Il y en a qui se mettent en lien, en contact. Enfin, ça crée une communauté, en fait, sur YouTube. Enfin... Ah, tu vois, ce mot créer encore. J'ai lancé une dynamique, ouais. J'ai mis un coup de pouce sur quelque chose. J'ai semé une graine. Ouais, j'aime bien dire semer une graine. Et puis ça a poussé derrière, et maintenant ça fait réagir plein d'interactions derrière, ouais. En tout cas, t'as semé une grosse graine, et bravo, parce que tu vois, t'as beaucoup d'humilité, mais bravo, parce que t'as quand même créé... Désolée pour ce mot. Mais... Toi, tu y tiens, mais vas-y. Ouais, moi, j'ai envie de célébrer quelque part. S'il n'y avait pas Rémi, il n'y aurait pas cette chaîne YouTube où on apprend plein de choses. Donc, la graine, elle est grosse quand même, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Merci. J'ai semé. J'ai bien semé. Alors, on va passer à la partie les questions que je pose à tout le monde, quasiment.
La première, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui souhaitent se lancer dans quelque chose qui ressemble à ce que tu fais? Pépinière, forêt-jardin, ou juste qui veulent devenir paysans, paysannes. Eh bien, n'ayez pas peur, lancez-vous, mais ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur de se planter, de ne pas avoir peur de se tromper. Et après, et ça dépend, j'ai envie de dire ça dépend, c'est ma réponse préférée, ça dépend où vous en êtes, mais parce que si vous voulez vous lancer, parce que vous connaissez déjà ce monde, cet univers, ben allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Si vous avez pas peur enfin, si vous avez peur de pas en savoir assez, non, il faut se lancer quand même, on n'en sait jamais assez. Moi perso, au début, j'avais toujours peur de pas connaître assez bien mon sujet, et en fait, je me suis aperçu que non, j'en savais largement assez pour commencer. Et puis si vous connaissez pas parfaitement le milieu, et puis si vous n'avez pas idée de toutes les différentes possibilités, parce que ce que je fais, c'est qu'est-ce que tu entends par ce que je fais? Jardin-forêt, la pépinière, la chaîne YouTube, il y a plein de choses différentes. Eh bien, allez voir des gens qui font. Il y a le woofing, alors pour le coup, j'ai envie de conseiller ce réseau-là, enfin woofing ou Elpex, ou je sais plus comment ça s'appelle les autres, mais le fait d'aller travailler dans des fermes, vivre avec des gens qui vivent dans ce genre de milieu-là, pour tester l'expérience, mais vraiment en réel, pas voir en vidéo, pas voir dans les livres, juste aller vivre avec des gens qui font ça et aller apprendre. Et puis vous allez voir si c'est quelque chose qui vous correspond ou pas. Et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire. On n'a pas forcément les moyens d'aller se payer une formation ou quoi. Par contre, aller faire du woofing, il faut juste avoir du temps. Avoir envie d'y aller, avoir du temps. Le woofing, on est nourri, logé, et on va vraiment vivre dans le truc. Donc, ouais. Et puis une fois que vous êtes sûr, ben, lancez-vous. Hein. Plantez des arbres. Et n'attendons pas d'être experts, soyons vers de terre. C'est de moi. Ok. On sera jamais expert. Le seul expert, c'est la nature. Il n'y a que elle qui sait tout. On est des passeurs. Est-ce que tu as envie de remercier une personne ou un être? Ah oui. Je peux en remercier deux. Ouais. Je vais essayer de faire, parce qu'en fait, je suis resté un peu mal à l'aise de mon début de podcast. Je vais remercier mon père et ma mère, sans qui je ne serais pas là. Et je m'arrête à ça. Merci le papa et la maman de Rémi. Est-ce que tu as une personne qui, selon toi, pourrait être chouette à interviewer dans ce podcast? Oh là là. Bernard Bertrand, il y est passé ou pas encore? Non? C'est qui? Alors, Bernard Bertrand, c'est lui qui a créé les éditions de Terran. C'est un gars que j'ai rencontré quand je suis allé au Jardin de Sortilège. J'ai envie de conseiller du coup, alors ils sont plus ensemble, ils l'étaient à l'époque où j'ai bossé là-bas, Annie-Jeanne Sauvage, qui m'ont donné la passion. C'est mes deuxièmes parents. J'en ai plein de parents, mais ils m'ont vraiment donné la passion. Ils m'ont montré que on pouvait être intègre par rapport à ce qu'on produit. Moi, je les ai connus surtout par les bouquins des éditions de Terran et par le Jardin de Sortilège. Et c'est vraiment trop beau, tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils disent. Ils vendent du rêve. Et puis quand on va chez eux, on s'aperçoit que c'est pas que un rêve. Eux, ils le vivent. Donc c'est vraiment cette intégrité que j'adore. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment des gens très, 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 très intéressants. Eh bien, merci beaucoup Rémi. Est-ce que tu veux partager une dernière chose avant aux personnes qui nous écoutent? Alors ça dépend en quelle saison vous écoutez ça, mais une fois que vous aurez fini d'écouter, coupez tout ça et allez dehors, allez voir ce qui se passe. Posez-vous quelque part et allez observer si vous trouvez des pucerons, si vous voyez une limace, si vous voyez... qu'est-ce que je vais trouver encore comme truc dégueulasse que les gens n'aiment pas. Mais voilà, si vous voyez tous ces trucs qu'en général les gens n'aiment pas, juste... Ah, une mouche ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, si, une mouche, pareil. Juste posez-vous, observez-les et regardez ce qu'ils font et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils sont en train de faire ça? C'est quelque chose que j'adore faire moi quand je vais dans la nature et quand je regarde une limace qui se déplace. Où est-ce qu'elle va? Pourquoi elle fait ça? Et du coup, une mouche, je vais rebondir sur ça. Une mouche qui se pose à côté de vous, juste regardez-la, observez et regardez qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et alors, je ne sais pas où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais si vous regardez une mouche qui est posée à côté de vous, moi je sais ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'une mouche, quand elle se pose, elle fait toujours la même chose. Elle se nettoie. Elle se lave. Et pourquoi elle se lave? Parce qu'elle est tellement connectée avec son environnement que tout ce qui est sur son corps, c'est juste des organes de
captage de ce qui se passe autour, et que pour que ça marche bien, il faut être propre. Donc quand on dit qu'une mouche c'est ça, non, une mouche elle est pas ça, elle fait que se laver. Même une mouche c'est passionnant. Merci Rémi et merci les mouches. Mais oui, c'est vrai, merci les mouches. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre.